Excuse-moi, Ouais? est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Campus FM en train d'écouter Enfin peut-être l'émission du Rasoir Doc, association de promotion d'esprit critique à Toulouse. Nous enregistrons cette émission le mercredi 18 juin et un certain Donald a envoyé l'armée contre des manifestantes et des manifestants sur le regard attendri de Zuckerberg & Co. Et justement, aujourd'hui, nous recevons des membres de Skepticon parce que quand les réseaux sociaux, comme la presse d'ailleurs, sont détenus par des milliardaires avec une certaine idéologie, forcément il y a des biais. Je vais vous dire un secret. Je suis sur Instagram trop souvent. Étant moi-même grosse, je suis pas mal de meufs grosses et de comptes militants contre la grossophobie. Je fuis les comptes promouvant les régimes et autres joyeusetés. Eh bien, figurez-vous que je tombe très régulièrement sur des comptes de soi-disant nutritionnistes ou faisant la promotion de la minceur et de régimes plus ou moins farfelus. Pareil, lorsque j'allais sur Twitter, je suivais des comptes d'historiens, de chercheuses en sciences humaines et souvent popés. Raphaël Enthoven, malgré de nombreux signalements sur la plateforme que ce compte ne m'intéressait pas du tout. Ce fut pire lorsque le réseau se fit racheter par Musk. Bref, les réseaux les plus connus ne sont pas neutres. Mais je pense personnellement que rien n'est neutre, à part le PH. Et sont souvent de droite. Mais il y a des réseaux et des plateformes moins connus qui sont gérés par des collectifs ou des gens et qui ont parfois une ligne éditoriale claire, comme celle de nos invités par exemple. Skepticon, donc, c'est une asso qui a créé et qui gère une plateforme éponyme dédiée à l'esprit critique et à l'esthétique sur Peertube. Alors, c'est quoi Peertube ? Eh ben, c'est un truc où vous pouvez créer votre propre plateforme vidéo. C'est un logiciel libre, chacun peut avoir accès au code et le modifier. Et chacun modère ou non sa propre plateforme. Ainsi, vous avez la plateforme de DataGueule qui présente leurs propres vidéos qui parlent de politique et de problèmes sociétaux, mais aussi des plateformes dédiées aux créateurs de jeux vidéo, à l'esprit critique. Vous pouvez en fait faire une plateforme qui parle de ce qui vous plaît. Pour recevoir nos superbes invités, je suis accompagnée de Pascal, pourfendeur de Qatar et de Salsify. Yeah. De Nicolas, mathématicien de génie et pourfendeur d'idées reçues. Coucou, et j'ai pas compris pourquoi le PH était de droite, mais bon, non, je vais y réfléchir. On t'expliquera hors antenne. Okay, très bien. C'est le PH qui est neutre. Ah, pardon, ok. Et nous avons un nouveau venu, Aurélien, homme de goût, adorant les couvre-chefs et pourfendeur de Crocs. Bonjour. C'est le petit stagiaire de 3e. Au lycée, oui. Et moi-même, fidèle au poste, errant sans but sur les ondes une fois par mois, sauf pendant les vacances d'été, faut pas déconner non plus. Nous sommes tous et toutes là pour accueillir au téléphone nos super invités de Skepticon, Amaury et Florent. Bonjour tous les deux, ça va bien ? Bonjour, merci. Ouais, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est Peertube et c'est quoi la différence entre YouTube et vous ? Enfin, et Peertube. Très bien. Donc Peertube, ça vient déjà d'un état des lieux de problèmes qu'a YouTube. Donc on va peut-être pouvoir commencer par là, peut-être. Donc YouTube a plusieurs soucis qui ont été détectés par la personne qui a commencé à développer Peertube. Notamment le fait que on est sur un système qui a une modération qui est centralisée et automatisée. Donc on a une quantité de données qui rentrent dans la plateforme qui sont complètement ahurissantes et c'est humainement impossible de gérer tout ça. Et ce fait-là implique des problématiques de modération dues à l'automatisation qui peuvent des fois faire penser à des comportements de censure où des acteurs puissants ont le pouvoir par défaut parce que c'est plus simple à traiter. Un exemple tout simple, c'est la question des droits d'auteur où les ayants droit par défaut peuvent bloquer des vidéos si leur musique est utilisée en dépit du droit à la citation ou à la parodie ou au droit que prévoit la législation française.
D'autres soucis qui sont liés à YouTube et aux réseaux sociaux en général, c'est la maîtrise des données des utilisateurs, donc notamment en tant que vidéaste et créateur de contenu, mais surtout en tant que spectateur, parce que dans ces architectures-là, le spectateur est toujours le produit. C'est lui qui rapporte l'argent à la plateforme, et la plateforme a tout intérêt à faire un fichage de ses utilisateurs pour leur proposer des publicités les plus ciblées possibles, avec les dérives qu'on connaît, donc notamment le scandale qu'on avait eu lors de la campagne de Trump avec Cambridge Analytica, mais aussi d'autres problématiques comme la propagande russe ou en ce moment la propagande israélienne. À côté de ça, on peut aussi avoir des questions de publicité qui sont non gérées par les créateurs de contenu, notamment sur des jeux d'argent, du contenu sexuel ou de l'alcool. Donc, à partir de tout ça, le développeur Peertube, qui est du coup maintenant l'association Framasoft, qui est une association française, Cocorico, Yes. propose un logiciel. Donc, la solution se traduit sous la forme d'un logiciel que chacun peut faire tourner sur son serveur, à condition de savoir faire tourner un serveur. Et l'idée est de s'appuyer sur un protocole qui existe déjà, qui s'appelle le fait divers, et qui est un protocole qui permet à plusieurs serveurs de discuter ensemble pour s'échanger de l'information. C'est notamment le protocole qu'il y a derrière Mastodon. Donc, si vous avez déjà entendu un peu parler, notamment avec la reprise de X par Elon Musk. Donc, c'est une sorte de Twitter alternative ou de X alternatif qui fonctionne du coup grâce au fait divers, donc ce protocole de communication. Et donc l'intérêt de ce protocole, c'est de permettre à plusieurs serveurs de gérer des données localement. Donc chaque serveur gère ses propres données et les sauvegarde chez lui. Et à travers le protocole, il rend ces données-là accessibles aux autres serveurs. Donc ça permet comme ça de créer une sorte de bibliothèque un peu communautaire. C'est ce qu'on appelle le système de fédération, commune à tout le monde, mais gérée par chacun. Et donc, comment ça se traduit dans le cas de Peertube ? La bibliothèque en question, c'est une bibliothèque de vidéos. On a des instances. C'est le jargon de comment ça fonctionne. Donc, on a des instances Peertube, donc traduire un serveur Peertube, qui va gérer son propre ensemble de vidéos et qui va les rendre disponibles à toutes les autres instances pour qu'elles puissent se fédérer à lui et donc partager sa bibliothèque de vidéos et la rendre accessible. Et donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que faire tourner un YouTube, c'est très coûteux en termes de ressources. Tout le monde n'est pas Google. Et donc, grâce à ce système-là, on est capable d'avoir une richesse de contenu similaire à ce que pourrait être YouTube, mais sans le coût technique qu'imposerait la gestion d'un serveur gros comme celui de YouTube. Vas-y Nico. Ouais, ok, je pense que c'était assez clair. Je crois que j'avais même jamais compris exactement comment ça marchait et là ça m'a paru beaucoup plus clairement. Et du coup, la question qui me venait, c'est du coup, donc là on voit ce que c'est Peertube, enfin à peu près. Et du coup, Skepticon, c'est quoi là-dedans ? Comment ça s'est créé ? À quel moment ? Avec quelles personnes ? Avec quelles idées, motivations, etc. Ouais, juste pour peut-être compléter un tout petit peu ce que disait Amaury, qui est très très bien. Cambridge Analytica, c'est les dérives d'une sorte de plateforme comme YouTube, mais c'est en réalité Facebook, qui a les mêmes travers que YouTube, c'est-à-dire une plateforme qui centralise tout le monde, qui est centralisatrice en fait, et qui vend des données personnelles. Mais en fait, ça aurait très bien pu arriver avec YouTube, rien n'en empêche. Et donc du coup, pour répondre à ta question, Nicolas, comment ça s'est construit ? Qu'est-ce qui m'a motivé à monter cette plateforme ? Moi, c'est Florent, pardon. Et du coup, je suis dans Skepticon depuis ses débuts, ses prémices. C'est moi qui ai mis la main à la pâte pour monter techniquement ce serveur. Et alors les prémices, c'est que d'une part, je m'intéressais à un titre personnel à tout ce qui était zététique. Je suivais assidûment une chaîne sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas encore Peertube, qui est celle de Christophe Michel, oui. Sa chaîne Hygiène Mentale. La fameuse. Qu'on salue. La fameuse. Ouais. Christophe. Et du coup, alors, je sais pas si je dois détailler l'anecdote, mais j'avais invité à un moment à
à un événement qui s'appelle les Journées du logiciel libre, qui était un événement que je co-organisais à l'époque et que je continue en tant que visiteur à aller voir, qui a lieu tous les ans à Lyon. Et je l'avais invité pour une table ronde sur Wikipédia. Ah oui. Et je me suis dit, ouais, il y avait une vidéo de ça, je crois. Ouais, il a fait une vidéo après coup je l'ai pour vu, capter ça, avec la captation. Et en fait, j'étais en train de réfléchir avec la personne qui allait animer cette table ronde, Lyokoi, qui est un contributeur de Wikipédia, mais surtout du Wiktionnaire, donc encore des logiciels libres, mais on aura l'occasion de discuter de toute la sphère des logiciels libres. En me disant, tiens, qui est-ce qu'on va inviter pour cette table ronde et à un moment, il y avait la question, il faudrait peut-être un peu de contradictoire. Et là, je me suis dit, tiens, allez, Christophe Michel, je suis sûr, il aurait peut-être quelques réserves intéressantes à émettre au sujet de Wikipédia. Donc, j'envoie du coup un petit message à Christophe en me disant, ouais, il va peut-être pas répondre tout de suite. Alors non, que dalle. Il a été ultra réactif en mode « Waouh, trop bien, j'adore Wikipédia, regardez, j'adore les logiciels libres, je suis sur Framapiap, j'utilise mes logiciels libres pour faire mes vidéos, etc. » J'étais en mode... Ouais, alors... Je précise pour les personnes qui nous écoutent, Florent imite vraiment très bien Christophe Michel. Allez écouter la chaîne de Hygiène Mentale. Nous, zététiciennes et zététiciens, un peu dans la trentaine et la quarantaine, c'est vraiment par là qu'on a commencé pour beaucoup d'entre nous et c'est trop bien. Et donc les personnes un peu plus jeunes, peut-être vous avez autre chose de mieux qui vous parle plus, mais nous c'était ça et si ça vous intéresse, allez-y. Et Florent, tu imites trop bien. Alors, sachez une chose, c'est que j'imite absolument pas, en tout cas c'est pas Essian, donc... je sais, je pense que tu le fais inconsciemment, c'est pour ça que je faisais la petite blague en fait. Alors peut-être, j'ai peut-être ce don-là, je sais pas, à voir. Je m'écouterai, du coup, pour voir. Vas-y. Et du coup, je suis... bon tant pis pour le contradictoire, mais chaud pour l'inviter. Et ça, c'était en 2017. On a eu l'occasion de discuter un peu, il m'a... bien compris que c'était un libriste convaincu. Et plus tard, c'était en 2018, je vois un post à l'époque sur Twitter, au moment où c'était encore fréquentable, dire tiens, je suis à Lyon Science. Lyon Science, tiens non, c'est du coup dans la région de Lyon, je me renseigne, je dis allez, j'ai du temps, je vais aller voir ce que c'est, ça m'intéresse, et puis de lui faire un petit coucou. Et c'était aussi à l'époque où je me disais, tiens, je ferais bien une instance PeerTube, parce que PeerTube se montait à ce moment-là, c'était encore aux prémices, c'était une bêta. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire une instance, et une instance sur le scepticisme. Et je savais que Christophe, du coup, pourrait être vachement chaud. J'avais aussi invité, pardon pour la petite histoire, je reviens en arrière un an plus tôt, sur la table ronde, il y avait aussi Estonie au passage. Ah, super. Et j'avais bien apprécié et j'avais bien sympathisé avec lui. Et je me suis dit, Estonie, l'esprit critique, ouais, carrément. Et du coup, je me dis, allez, je vais essayer de convaincre ces personnes-là. Et en premier lieu, Christophe Michel. Et il m'a dit, ouais, écoute, moi j'allais le monter, j'allais faire un petit serveur PeerTube dans mon coin, mais effectivement, allez, chaud pour qu'on monte à dos et que je te délègue la partie technique et moi de mon côté, j'essaie de voir pour inviter d'autres gens. Juste, je te coupe, pour les gens qui connaissent pas Estonie, c'est un historien qui traîne sur YouTube, sa chaîne s'appelle Estonie, et il fait des vidéos très fournies, très sourcées, oui. Sur les révolutions, enfin il y en a une sur la révolution de 89, il en a fait une autre sur 48, enfin bref, il est, voilà, et il bosse aussi avec Nota Bene. Voilà. Okay. Perso, je conseille aussi, c'est formidable. Ouais. Quoique un peu austère. La particularité d'Estonie, c'est que c'est lui qui se filme, et c'est un plan statique. Ouais. Mais vous fiez pas à ça, c'est ultra passionnant. C'est génial. Mais austère. C'est génial. Voilà. Et il a beaucoup d'autodérision. Oui. Grave. Bref, du coup, voilà, on se quitte sur cette idée et chaud pour
monter cette instance, et en réalité c'est lui qui me tannait, il me disait t'en es où, et là je vais monter, je vais monter, mais donne-moi un peu de temps, je vais poser un jour de congé. Et avec quelques bouts de ficelle et des cartons, j'ai monté l'instance au tout début. Et ça a très vite pris, il y a eu beaucoup de vidéastes. Donc là, on est quoi? On est en 2018, c'est ça à peu près? Ouais, là on est en 2018. Okay. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'association. D'accord. Et je fais très court parce que sinon ce sera par castor et je pense que les auditeurs... On aimerait faire des émissions de 4 heures, hein, mais... Donc voilà, et l'année d'après, du coup 2019, et au bout d'un moment je sentais bien que sur mes seules épaules ça commençait à devenir un peu compliqué de gérer l'instance. Ça commençait à coûter un peu cher, j'avais fait plusieurs migrations, je détaillerai ça peut-être un peu plus tard. Ouais, on en reparlera après. On parlera argent, ouais. Ouais. Mais se posaient plein de questions de gouvernance, de budget, etc. Et je me suis dit, en fait, pour ça, il faut une structure et donc monter une association. Et tant qu'à faire, j'ai sondé un peu les membres et ils étaient tous chauds pour une collégiale. Fondamentalement, moi, j'étais pour aussi. Et donc, du coup, on a décidé de monter l'asso avec 3 membres du CA. Collégial, donc en fait direction collégiale, pardon. Ça veut dire que le CA, il n'y a pas de rôle de président, de secrétaire, de trésorier. On est tous responsables à un niveau égal. Comme au Rasoir Doc. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, il y avait Tranxen, qui a sa chaîne d'ailleurs sur YouTube et Peertube. Et qu'on salue. Et qu'on salue. Celui tout le monde. Elzen et moi-même. Voilà. Et non, il n'y avait pas encore Amaury. Oui. Voilà. Et donc Christophe Michel. Et Christophe, qui est membre du coup à ce moment-là, effectivement, et beaucoup de vidéastes. On encourage les vidéastes à être membres de l'asso, effectivement. Et je. Oui. Et on a un membre éminemment ici. Hein. Voilà. Je suis au nom de avec enfin peut-être, ouais. Et on précise que vous diffusez aussi, alors pour les gens qui écoutent à la radio, les gens qui vont nous écouter sur Peertube le savent déjà, mais donc on est diffusé, c'est peut-être notre diffuseur sur Peertube, on l'avait peut-être déjà dit, non? Ouais. Non, pas je crois pas. Et ben voilà, on le dit maintenant. Voilà. Et Amaury, du coup, tu es arrivé quand? C'est quoi ton origin story? En quelle année c'était? Ça devait être en 2022, je pense. Année Covid, par là. Et moi, je cherchais un stage de fin de licence. Ok. Et j'aimais beaucoup... j'avais envie de participer à l'écosystème de l'esprit critique et du logiciel libre. Et j'étais à Lyon, et j'étais allé à justement au JDLL qui avait eu lieu en distanciel cette année-là à cause du Covid, justement. Et c'est là que j'ai découvert Skepticon qui avait été présenté... Et je me suis dit, je vais candidater, je vais les contacter sur Twitter, enfin sur X, et je vais voir si je peux pas avoir un stage là-bas. Donc je vais faire un stage sur le développement d'une fonctionnalité dans Peertube. Et ensuite, j'ai intégré l'association, puis j'en suis là. Trop chouette. Et il est devenu membre du CA également. C'est ça. Ok. On est 4 désormais. Waouh. Eh ben, musique. Ouais, merci pour la petite histoire en tout cas. Ok, et ben c'est le moment de la première musique. Donc il s'agit du groupe ou de l'artiste, je sais pas, KPTN avec Irrésistant. C'est le choix de nos invités. Non. Ils désannonceront. Celle de nos pères, nos apparences et nos silences. Et pourquoi dire tout ce qu'on ne comprend, tous ces mystères, les mots de nos romans, nos belles paroles, nos idées folles. On laisse nos nos
endureront la mort et les cons, les sales idées et celles de leurs patrons, des friandises d'une vie soumise. Et nous dans tout ça, on ne lève pas les bras, ni même la tête, ni même le petit doigt. On s'immobilise et on s'enlise. On laisse nos rêves et nos idéaux en grève. On lève nos verres. Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Certains d'entre nous resteront debout à la belle étoile, à la nef des fous, au firmament des mauvais temps. Seuls contre tous, ils lèveront le poing, les doigts serrés sur l'espoir de demain, dans la résistance d'une dernière danse. On laisse nos rêves et nos idéaux en brève. On lève nos verres. Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Qu'est-ce que l'on peut bien y faire? Hey, Adiciats Bravemunde, vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM, l'émission Enfin Peut-être, et nous venons d'écouter le morceau Irrésistant. Alors c'est un groupe? Oui. Donc du groupe KPTN, à ne pas confondre avec KPN, qui est un trop fameux groupe de métal fasciste. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau? Ah, j'ai pas précisé, Ouais. pardon. On est toujours avec Florent et Amaury de l'association Skepticon et de la plateforme Peertube Skepticon aussi. Donc, pardon de vous avoir interrompu alors que je venais de vous lancer, mais est-ce que vous pouvez nous présenter le morceau? Ouais, plutôt l'artiste et donner un peu de contexte pourquoi j'ai choisi cette musique. Alors, ce groupe décide de diffuser en réalité sa musique en licence Creative Commons. Parce que le logiciel libre, en fait, c'est une partie du numérique libre et il faut toujours citer que on peut trouver aussi des médias libres. Et là, cette musique-là, vous avez totalement le loisir de pouvoir l'écouter librement sur les plateformes classiques, mais aussi sur des plateformes spécialisées comme Dogmatic ou Jamendo, et qui vous offre la possibilité de l'écouter, de le télécharger et de le redistribuer, toujours à condition de citer les auteurs et si vous le pouvez, de pouvoir rémunérer les artistes, parce que c'est pas parce que vous le met à disposition gratuitement que ça se fait forcément gratuitement pour ces gens-là. Ok. Voilà. Il y avait vraiment une petite histoire, quoi. Ayant moi-même un groupe de musique en Creative Commons, j'ai bu tes paroles et je vais réécouter pour aller mettre ma musique là-dessus. Mais super, merci beaucoup. Et pour tous les artistes qui nous écoutent. Et je salue ce groupe et particulièrement le chanteur qui a eu l'occasion de venir plusieurs fois au JDLL, toujours Journée du logiciel libre à Lyon, super. et qui s'est même produit une fois sur scène. Je saurais plus dire quelle année, mais pour son album. Ok, Voilà. donc on sait à peu près avec quel genre de logiciel ils se produisent. C'est super.
Voilà. Et alors du coup, pour continuer un petit peu sur nos questions, alors ça fait plusieurs fois qu'on parle de logiciels libres, de librisme, etc. Est-ce qu'on peut un peu essayer de définir, nous expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est une notion technique, philosophique, politique? C'est quoi qu'il y a derrière? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette idée de libre? Alors sachant que nous aussi à Toulouse, on a un événement assez important qui s'appelle le Capitole du Libre. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait dans le même esprit, mais voilà. C'est totalement dans le même esprit. C'est comme les JDLL, mais à Toulouse. Donc, rendez-vous-y donc. Je sais pas si c'est français. Et vous serez ravis de voir plein de conférences sur les thématiques du numérique libre. Je pourrais détailler et passer des heures à parler des logiciels libres. Je pourrais même faire une conférence là-dessus. Mais du coup, je vais essayer d'être sage. Mais de vous donner les billes essentielles. Un logiciel libre, en l'occurrence, c'est un logiciel qui répond à 4 libertés. Liberté 0, parce qu'on commence toujours par celle qui est la plus évidente. Et les informaticiens aiment bien commencer à compter à partir de 0. C'est une blague d'informaticien, c'est nul, mais c'est comme ça. Sauf si vous utilisez MATLAB. Voilà. Oui, plus pointu, mais... Vous nous avez perdu. Liberté 0, c'est celle de pouvoir exécuter le programme pour tous les usages. Liberté numéro 1, c'est celle de pouvoir étudier le fonctionnement et, par ailleurs, si vous le souhaitez, de pouvoir adapter le programme à votre besoin. Ce qui nécessite en fait, en réalité, d'avoir accès au code source. Ce qui est en fait, si je dois faire l'analogie avec un plat et votre recette de cuisine. Sans ça, vous ne savez pas comment a été construit le programme. Voilà. Okay. La transparence d'un logiciel, comprendre comment c'est fait son fonctionnement ne passe jamais sans le code source. Okay. Mais ça, c'est pour l'aspect un peu individuel. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a aussi l'aspect collaboratif. Et c'est là où les deux autres libertés viennent jouer. La liberté numéro 2, donc la troisième, si vous avez suivi, c'est celle de pouvoir redistribuer des copies. Donc, par exemple, moi, je reçois un logiciel libre, je me dis, ouais, c'est trop cool. Eh ben, je suis en capacité de dire, sans l'accord de l'auteur, si, il l'a donné, mais de par la licence, mais sans accord explicite, on va dire, d'aller fournir une copie à mon voisin. Donc, par exemple, il t'a filé la recette du gâteau, quoi, si on revient à la métaphore culinaire, et du coup, tu as le droit, toi, de la réutiliser, c'est ça l'idée? J'ai le droit de la réutiliser et de redistribuer le plat et aussi la recette. Et des fois, c'est même obligatoire parce que il y a des licences qui sont contraignantes. Mais j'y reviendrai. Et je termine juste avec la liberté numéro 3, c'est celle de pouvoir améliorer le programme. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que moi, je trouve qu'un programme est très chouette, mais je me dis, ouais, c'est bête, je l'adapte pour mes besoins, mais autant en faire une amélioration qui puisse profiter au plus grand nombre. Et c'est là où je me dis, tiens, je vais soumettre un patch à l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs, et de lui dire, moi je trouve ton programme super cool, voilà une amélioration, qu'est-ce que t'en penses? Elle peut dire ouais, j'accepte, ou non, mais du coup tu es en droit de pouvoir le garder pour toi, voire de faire une version dérivée. Voilà. Et du coup, c'est un peu comme pour une recette de cuisine. On peut l'améliorer. Voilà, vous l'améliorez, vous le redistribuez. Et si vous êtes sympa, vous respectez la licence. Il y a des licences qui sont restrictives, typiquement VLC qui est distribué sous une licence qui est dite GPL. J'ai pas le droit de redistribuer une copie de VLC sans donner déjà la même licence, donc la GPL, à son utilisateur, et son utilisateur est en droit de me réclamer le code source. Si je le fais pas, j'enfreins les règles. Et c'est important de le souligner. Ok, d'accord. Et donc, en fait, j'aime bien cette métaphore de la recette. Du coup, en fait, toutes les recettes du monde, ça marche à peu près sous un format libre, quoi. Mais on pourrait imaginer qu'en face, du coup, de ce monde du numérique libre, il y a le monde du propriétaire, si je dis pas de bêtises, des logiciels propriétaires. Et là, du coup, ce seraient des gens qui ont une recette qu'ils ne dévoilent pas, qui ne partagent pas, qu'on n'a pas le droit de réutiliser, d'améliorer. En gros, c'est ça. Ouais, et même des fois pas le droit d'inspecter. Tu peux pas faire de la rétro-ingénierie. Il y en a qui t'en interdisent, il y en a qui te restreignent de multiples façons possibles pour dire t'as pas le droit de l'utiliser dans tel cadre, etc. Ou alors tu payes une licence, voire d'interdire de l'utilisation dans certains pays. Ouais, d'accord.
Bon, c'est un peu comme, je sais pas, des grosses marques genre Coca ou McDo qui ne donnent pas leurs recettes, quoi, j'imagine. Et du coup, j'imagine qu'il y a un gros rapport de force entre les géants du numérique qui fonctionnent plutôt sur ce modèle propriétaire et du coup, ce monde du libre. Du coup, je sais pas comment ça se passe au quotidien. Quelle place ça prend les deux comment vous le voyez ça? En fait, le libre, il est omniprésent et même dans les logiciels propriétaires. J'ai l'habitude de citer 3-4 logiciels libres. J'ai cité VLC qui est en fait pour moi une référence en termes de librisme. Mais il y a aussi oui, enfin après c'est un logiciel très contributif, donc je pense qu'il y a aussi des contributeurs par ailleurs, mais oui, l'auteur principal est français de Central Paris initialement. Alors il avait fait à ce moment-là. Pour les gros noobs comme moi, VLC c'est un truc pour écouter de la musique et regarder des vidéos, hein. C'est bien ça? Oui, pardon. C'est important de le préciser. Orange. C'est le petit plot orange. Mais voilà, parce que tout le monde... Enfin, voilà. Je me mets à la place de gens qui connaissent pas VLC, ça doit être compliqué. Voilà. Et merci de le préciser, parce que moi, je prends ça pour acquis, et c'est pas faute d'essayer de faire attention, mais ça m'échappe. Je suis là pour ça. Merci à toi. Il y a par ailleurs Firefox, qui est un navigateur internet, et je vous recommande chaudement de l'utiliser à la place des Chrome et Opera, etc. C'est un logiciel vraiment libre, fait par une organisation à but non lucratif. Il y a Linux, qui est une alternative à Windows, parce que Windows, c'est un système d'exploitation propriétaire fait par Microsoft. On ne sait pas comment il fonctionne exactement. Il y a des gens qui disent qu'il y a des backdoors, et c'est pas impossible. En tout cas, on n'a pas la preuve de l'absence de backdoor. Linux, on peut inspecter et autant que se peut, dire non, là je vois pas de backdoor, et faire confiance à la communauté qui contribue à ce noyau, à ce système d'exploitation. Excusez-moi. Je termine juste sur un truc, c'est que les logiciels libres, ils sont vraiment omniprésents et que on les retrouve en fait vraiment partout. Il faut vraiment le faire exprès pour ne pas utiliser des logiciels libres. Vous en utilisez même si vous vous en rendez pas compte. Quand vous naviguez sur Internet, vous utilisez une box Internet, dedans il y a le fameux noyau Linux dont je vous ai parlé, le système d'exploitation que vous utilisez sans le savoir. Android, si vous utilisez un téléphone Android, c'est basé sur Linux, et du coup Android à la base c'est une licence GPL. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de surcouche, il y a des surcouches Google, mais vous avez des versions dérivées d'Android qui sont dénuées des surcouches Google. Pour en citer deux, il y a Lineage OS ou /e/os. Que je vous invite à regarder, pour les curieux, et même pour tout le trafic mondial, il y a forcément des machines pour vous servir des pages web, et une très grande partie tourne soit sur Linux, soit sur un autre système d'exploitation libre aussi, qui est FreeBSD. Enfin voilà, vraiment partout, et c'est discret, mais ça existe, et vous en rendez pas compte, mais sans ça, sans les logiciels libres, il n'y aurait pas d'Internet. En tout cas, si c'était interdit du jour au lendemain, ça serait terminé. Ouais, et je sais pas si tout le monde le sait, si je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est aussi dû à l'histoire de l'informatique où finalement tout le monde le sait, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte. Non, pas du tout. Vas-y. Ah, donc c'est aussi lié à l'histoire de l'informatique où en fait le logiciel libre dans les années 70, 60 et avant a prédaté le logiciel propriétaire, c'est-à-dire que l'informatique à la base c'était plutôt des universitaires et des militaires, et ils avaient plus besoin le commercial est arrivé après dans les années 80 avec Windows et Apple. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, l'histoire, effectivement, c'est un universitaire du nom de Richard Matthew Stallman, avec lequel je prends un peu mes distances. J'aurais pas l'occasion de le développer, mais l'histoire est assez sympathique. C'est qu'à un moment, il se retrouvait à voir un bourrage papier sur son imprimante, et il voyait bien que c'était un problème logiciel, sauf que on lui a pas permis d'aller bidouiller l'imprimante. Le propriétaire de l'imprimante disait non, vous ne toucherez pas au firmware, plutôt au pilote de l'imprimante. Je vous l'interdis. Et donc il a fait si ça commence comme ça, je vais entrer en résistance et monter le mouvement des logiciels libres. Parce qu'auparavant, c'était certes un peu élitiste, tout le monde n'avait pas de PC, mais les universitaires se passaient les codes sources très naturellement. Et c'est
à ce tournant-là que les logiciels propriétaires se sont déployés et ont prospéré. Et du coup, c'est une bataille qui date de assez longtemps en réalité. Eh bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'on passerait pas au quiz? Est-ce qu'on partirait pas sur les personnes créatrices de contenu qui sont présentes sur Skepticon et que Nico va nous faire deviner? C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. C'est l'heure du petit jeu, comme j'aime bien les faire. Alors, du coup, je me suis dit que c'était bien quand même de parler un petit peu des créatrices et créateurs qu'on peut retrouver sur Skepticon, et je me suis dit qu'un moyen un peu rigolo de le faire, c'était de faire un petit jeu, donc sous la forme d'un quiz presque à la question pour un champion, où du coup je vais vous faire deviner des chaînes, des créateurs, des créatrices présents sur la plateforme, et vous devrez trouver le plus vite possible de qui il s'agit. C'était aussi évidemment un bon prétexte pour parler de gens qu'on aime bien, de gens qui nous inspirent, qui font qu'on est là, nous, aujourd'hui, en tant qu'individu, puis aussi en tant que Razoir-Doc. Des fois, c'est des gens qu'on a accueillis, qu'on connaît bien, et que, voilà. On a déjà placé 2-3 refs. Oui, voilà. Et là, on va passer encore plus. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. Pour répondre, on dit peut-être notre prénom et puis on dit la réponse, c'est ça? Ou on répond à la roche, on gueule, c'est bon? Ouais. Alors, Thomas va nous détester. Amaury et Florent, vous risquez d'être extrêmement rapide, donc laissez peut-être des points aux autres. Non, je rigole. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à y aller. Alors, on commence par une première chaîne. Donc, c'est une chaîne qui est présente sur Skepticon depuis 2018, donc on l'a dit, depuis le début. La description de la chaîne contient la phrase suivante: chaîne rationaliste qui vous fouette le sang avec des orties. Le nom de la chaîne est également un magnifique jeu de mots autour des végétaux. Qui c'est qui l'a? C'est Florent. Et c'est quoi? MFMR. C'est quoi? Ah oui, pardon, oui, mais t'as dit... Mi-raison. Oui, mi-fougue, mi-raison. Un magnifique jeu de mots à base de végétaux. Voilà, puis après le reste, c'était... Donc leur première vidéo est un appel pour une, je cite, zététique non bourgeoise, et consiste essentiellement à une discussion entre deux mecs sur un canapé, donc en l'occurrence Richard Monvoisin et Nicolas Vivant, qui est aussi un grand défenseur du librisme. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, leur dernière vidéo sur Skepticon, ça s'appelle Vivre libre ou mourir, où justement ils parlent du monde du libre, et du coup je trouvais cool d'en parler. Et d'ailleurs il me semble qu'ils ont pris la décision de ne publier plus que sur Skepticon et plus sur YouTube. Je crois qu'il n'y a rien sur YouTube. Alors une décision un peu contrainte, je crois, parce que en fait ils ont perdu les accès, j'ai plus le détail, mais ils ont dit on va pas faire des démarches, on va pas se prendre la tête pour rouvrir sur YouTube, donc on va uniquement publier sur PeerTube parce que c'est mieux. Oui. Voilà. Ça, c'est une décision, parce qu'en vrai, ça prend 5 minutes de se faire un compte sur YouTube, je suis désolé. Ouais, je pense que ça leur allait bien aussi. Et pour le coup, c'est vraiment très cool, et on aime bien. Ouais. Donc, mi-fougue, mi-raison, je rappelle le nom. Alors, on passe à la deuxième chaîne. Donc, c'est une chaîne présente sur Skepticon depuis tout juste 6 mois. Et elle propose des vidéos probablement parmi les plus longues de la plateforme. Je sais. Pascal, tu l'as? Non, je l'ai pas. Vas-y, tu penses l'avoir tente. Je pensais au nouveau format de JB avec JB Maybeck, donc avec ses lives. C'est une mauvaise réponse. J'ai perdu. Non. C'est dur, parce qu'ils sont pas si longs que ça. Je pense que je l'ai. Vas-y. Alors moi je pense que c'est cinétique. Et oui, c'est cinétique. Alors je continue, donc l'idée c'était qu'elle consiste essentiellement à un podcast entre environ 4-5 personnes qui parlent de films en lien avec l'esprit critique. C'est cinétique. Donc pareil, une émission qu'on aime beaucoup, avec des gens qu'on aime beaucoup. Et si vous êtes intéressé par le cinéma et l'esprit critique, à chaque fois ils prennent un film et ils en parlent sous un angle, on va dire, rationaliste, scientifique, et puis un peu philosophique, et aussi assez rigolo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si je peux vous conseiller un épisode qui m'a assez marqué récemment, ils ont fait un épisode entier sur La Vague, je sais pas si vous voyez le film à fond. allemand là, voilà. Ouais. Et ils ont fait un deuxième épisode qui s'appelait Retour sur la Vague avec Shaika et V6, qui est aussi super intéressant. Alors, Shaika et V6, de la chaîne Horizon. C'est Horizon Gull, c'est Hacking Social, ils font de la psychologie sociale. Exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'elle préfère, qu'on les dénomme étant Horizon, dans la mesure où Shaika
Eureka a transitionné, donc ça n'a plus sens d'utiliser le terme GUL désormais. Voilà, c'était l'ancien nom, pardon. Ok, donc c'est Horizon ou Hacking Social, je crois. Ou Hacking Social. Et donc, si vous regardez les deux, ça fait un bon morceau de 5h15 sur la vague. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous bouffer de l'histoire politique. Voilà, c'est super intéressant sur l'autoritarisme notamment. Ok, question suivante, c'est la troisième. Donc c'est la chaîne avec, il me semble, le plus d'abonnés sur la plateforme Skepticon. Donc elle est créée et animée par une ancienne documentariste qui a longtemps fréquenté le milieu New Age. Ah bah c'est Elisabeth Fetty. Elisabeth Fetty, évidemment, méta de choc. Méta de choc, oui. Yes. Elle s'est depuis lancée dans le podcast, notamment centré sur la métacognition et qui analyse les croyances New Age ou religieuses, on va dire, souvent avec un ou une invitée qui raconte son histoire. Voilà, Méta de choc avec Elisabeth Fetty, qu'on aime beaucoup également. Et qui a fait des épisodes sur la psychanalyse qui sont hyper intéressants, je conseille. Ouais, toujours intéressant. J'ai pas écouté celle-là. C'est super. Et là, pareil aussi, c'est des gros morceaux à chaque fois parce que c'est découpé en plusieurs épisodes, mais ça peut être du 5-6 heures en tout. Ça peut être du 5-6 heures, mais toujours découpé en format d'une heure. Du coup, ça passe pour un voyage en voiture pour écouter, pour faire la vaisselle. Très bien monté et très pro. Ouais. Et en ce moment, elle diffuse aussi des petits épisodes scripts qui durent 20 minutes. Donc, si vous voulez découvrir, ça peut être aussi par ce biais-là, mais son format habituel est plus en mode interrogation avec un invité. Ça demande plus d'investissement, mais c'est vachement intéressant aussi. Et ça dure 1 heure. Ouais. Allez, quatrième. Donc, c'est une chaîne présente depuis 2021 et qui compte 28 vidéos. Elle est animée par un artiste dont les œuvres traitent à la fois de connaissances, de sciences et d'ésotérisme, mais aussi de sujets très politiques. Ces vidéos touchent à plein de formats, mais proposent souvent du contenu lié à son art et à ses œuvres. Est-ce que vous l'avez ? Ah, c'est Jean-Baudin Maybec. Eh oui, c'est Maybec cette fois-ci. Bon, du coup, je l'ai tourné un peu, pas forcément très simple pour vous compliquer la tâche. Et du coup, voilà, je finissais en disant que depuis peu, il s'est lancé dans des live streams où il diffuse, où il dessine en même temps qu'il écoute souvent des conférences autour de l'esprit critique et il commente en même temps. Et c'est très agréable à écouter. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait JB Maybec. Alors, JB Maybec, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur de BD. Oui, je ne l'ai pas précisé. Là, en ce moment, il est sur une série qui s'appelle Eureka. Il est dessinateur. Il est co-auteur. Et c'est en fait l'histoire des sciences un petit peu et de la pensée. C'est très chouette. Allez lire cela si vous voulez. Il a fait aussi une autre série sur le vin et la biodynamie. Cosmobacus. Cosmobacus, qui est plutôt cool aussi. Et voilà. Et des petits one-shots, un sur le CRA, Centre de rétention administrative de Cornebarieux, qui est pas feel good à lire, mais assez instructif, je conseille aussi. Et enfin, un autre truc pas feel good, qui s'appelle Citra et Chamira, qui est le portrait d'une ancienne djihadiste revenue en France ensuite. Ouais. Je crois qu'on a fait toute sa bibliographie. Ouais, du coup, donc JB, qu'on salue, qu'on connaît bien aussi au Razordoc. Et enfin, donc la dernière, c'est une chaîne présente depuis 2021 sur Skepticon qui traite de sciences sociales à travers de véritables petits courts-métrages très bien produits et surtout extrêmement riches scientifiquement. Animés par 2 créatrices, par ailleurs autrices. Et oui. On l'avait déjà évoqué plusieurs fois, mais je ne pouvais pas ne pas les citer. Donc oui, Horizon, donc Chaka et V6, comme on l'a dit. Et alors moi, si je devais conseiller quelque chose, c'était Les Autoritaires, moi, une série de vidéos, de 3-4 vidéos qu'elles ont fait il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Ouais. Sur toute la psychologie sociale autour de la question de l'autoritarisme et qui avait été une vraie claque très intéressante d'un point de vue politique et scientifique et philosophique. Par contre, il faut le regarder à un moment où on se sent bien. Ouais. et alors en ce moment voilà, faut pas regarder ça quand on est un peu au fond du seau, il faut regarder ça quand on est bien. Ouais. Parce que sinon vous serez encore plus au fond du seau. Et tu veux un fun fact les créatrices de
Je crois que Shaika a dit à un moment, j'en ai un peu marre, c'est trop plombant de faire la série Les Autoritaires, donc je vais me mettre sur autre chose. Et cette autre chose, c'était une série sur le harcèlement scolaire. qui est leur dernière série. Je l'ai pas écouté, mais... c'est en tant que prof, je le conseille vraiment beaucoup à toutes les personnes qui soit sont enseignantes, soit sont élèves. C'est très éclairant. C'est vraiment... Voilà, sur ce qu'on vit, nous, en tant que prof et en tant qu'élève, la série sur le harcèlement scolaire, qui est un sujet actuellement dans l'éducation nationale, le harcèlement scolaire. On essaye de faire des trucs dessus. on laisse plus les choses se dérouler comme ça a pu être le cas par le passé. Mais je vois la tête de Natacha qui trouve que c'est pas bien ou pas assez. Je suis d'accord. Et justement, la série de Horizon sur le harcèlement scolaire... dis un peu pourquoi, dis les choses là-dessus et toujours avec des sources scientifiques, et c'est super. Ok, bon, trop cool, on conseille. Et ben voilà, du coup, c'était la fin de mon petit jeu. J'espère que ça vous a plu. C'était l'occasion de faire un petit peu un big up à tous ces créatrices et créateurs. Il y en a plein qu'on n'a pas pu citer, mais qu'on aurait bien aimé. Je pense à Projet Utopia, que j'écoute et que j'aime beaucoup. Hygiène Mentale, on en a parlé. Il y avait Philoxime, etc. Et puis aussi, un gros big up à Skepticon pour tout le travail que vous faites. Voilà, c'est vraiment génial et ça permet de faire plein de choses cool avec des projets super sympas. Et c'est le moment de la deuxième musique ? Et il me semble. Alors, comme deuxième musique, on va écouter le morceau... c'est moi qui l'ai choisi, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Touchdown Téléphone, de l'artiste Limon Dimon. Et donc, c'est un morceau qui est un peu dans la thématique générale de l'émission, puisque ça parle de conspirationnisme. Et c'est surtout l'artiste préféré de notre fille. Qui est en train de passer le bac actuellement. Et on fait un petit bisou au passage. Même un gros. Voilà. Bon courage. Yes. Merci. Truth about you, 'cause you're a brand new species. Big cat, space Nazis, Robert Stack, goddammit, Gunsnack, Leonard Nimoy, call me back. I try to call you every day, I'm rehearsing what to say when the truth comes out. I've been working on a unified theory, if I make it through tonight, everybody's gonna hear me out, 'cause I'm the right one. Touchstone telephone. I'm the only one on your AM radio. I'm crying now, authentic tears. They flow out of me when I think about you, 'cause you're the only person in the world that understands. 'Cause you're the only person in the world who understands me. Oh my God, try to make you listen to me. I try to call you every day, I'm rehearsing what to say when the truth comes out. I've been working on a unified theory, if I make it through tonight, everybody's gonna hear me out, 'cause I'm the right one. On my touchtone telephone, I'm the only one on your AM radio. Bon, je suis désolé pour les fans de Limon Dimon, dont je suis. On est obligé de la couper pour des raisons de temps d'antenne. Nous sommes toujours sur Campus FM dans l'émission Enfin Peut-être avec Amaury et Florent de Skepticon. On en était à la question, est-ce que c'est difficile de maintenir un serveur comme celui de Skepticon? Et aussi, est-ce que ça coûte beaucoup d'argent et comment vous gérez ces difficultés, qu'elles soient matérielles ou financières? Ouais, est-ce que c'est difficile? Eh bien, j'ai envie de dire non. Et oui, et enfin peut-être. Facile.
Bien. Ça dépend en fait. Ça dépend pour qui. Parce que si on est informaticien, ça s'est jamais vu des informaticiens qui s'intéressent à la zététique. Jamais. Jamais, non, il n'y en a pas. Dans l'assaut, on n'en a pas du tout en plus. Non, on n'en a pas du tout 3. Bref, coucou, je suis informaticien. Et du coup, et Amaury aussi d'ailleurs au passage, qui fait une thèse d'ailleurs. Et je reviens sur le sujet. Est-ce que c'est difficile? En fait, non. Si tu es informaticien, si tu connais des petites astuces pour te faciliter la vie, et que tu as effectivement le budget. Mais là, c'est sur le plan purement technique et matériel. Après, il y a toute la partie logistique, organisationnelle, qui est un peu plus compliquée. Je me pose la question de à quel point on peut détailler et peut-être je laisserai. Je sais pas ce que tu en penses, Amaury, mais je pense que c'est cet aspect-là qui est quand même le plus délicat à gérer sur cet aspect-là. Je termine juste sur un truc sur le plan budgétaire, nous. Oui, pardon. Tu veux dire l'aspect humain, l'aspect organisationnel dans l'assaut, c'est ça qui est un peu le plus chronophage, ouais. Je comprends, d'accord, très bien. En fait, sur l'aspect financier, pour donner les sources de financement, on a des donateurs réguliers qu'on remercie, gros cœur sur vous, pour nous aider, mais ça ne suffit pas à couvrir tous les besoins de financement. Et pour ma part, informaticien, je gagne plutôt bien ma vie, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème matériel d'existence. Je peux me permettre de compléter très largement les besoins de l'asso, et d'autres membres pareil que moi qui donnent régulièrement et que je salue, qui n'hésitent pas aussi à mettre la main à la pâte. Ça facilite grandement les choses. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent vous aider et donner, c'est possible. Il y a un endroit où on peut faire des dons. Vous pouvez aller sur soutenir.skepticon.fr. On vous remercie par avance. Si le projet vous plaît et que vous avez les moyens, ça peut être cool. Ouais. En tout cas, si vous avez l'idée de monter une instance Peertube, le truc qui est, je pense, facilite grandement les choses, c'est de se mettre en collectif, idéalement en association. Donc ça nécessite de poser les règles, de réfléchir à comment on se structure, comment on s'organise, et derrière demander des financements. Nous, on peut se permettre de ne pas être hormis là, et merci de faire la publicité des appels à financement, mais on peut se permettre de ne pas être super exigeant vis-à-vis de notre communauté, mais il y en a pour d'autres pour qui il faut faire du tabassage de communication pour demander aux gens de pouvoir monnayer à la fois les serveurs et les événements qui peuvent être organisés au sein de l'association. Okay. Est-ce qu'Amaury, parce que je pense que tu aurais des choses super intéressantes à ajouter, est-ce que tu veux compléter à tout hasard? Moi, je pourrais rajouter que c'est le choix qu'on a fait chez Skepticon, mais c'est pas inhérent à Peertube. C'est-à-dire que nous, on décide de fonctionner sur le don, de pas avoir de contenu publicitaire, notamment sur la vidéo qu'on héberge, mais en fait, Peertube reste un outil et ça ne définit pas ce qu'est Peertube. Ça définit ce que nous, on veut faire de Peertube et comment est-ce qu'on veut l'exploiter. Ouais. Ok, merci. Et ma question suivante, c'était comment vous observez, vous, l'évolution, on va dire, de Peertube et de la plateforme Skepticon. On a vu récemment qu'il y a eu, par exemple, notamment beaucoup de gens qui ont fui ex-Twitter. Pour aller par exemple sur d'autres plateformes. Est-ce que vous ressentez ça aussi un peu, des gens qui fuient YouTube, ou ça se ressent moins? Est-ce que c'est des choses qui pourraient arriver? Comment vous voyez l'évolution, vous? Je voudrais juste compléter un truc par rapport à la question précédente, parce que je me rends compte que j'ai pas cité une solution qui nous facilite grandement la vie d'un point de vue technique. C'est Whyunohost, YUNOHOST. C'est une question dans le nom et qui vous permet
de très facilement monter un serveur qui vous facilite grandement la vie. Vous pouvez installer des applications en quelques clics. Vous pouvez mettre à jour, vous pouvez faire des backups, des restaurations et plein de backups, des sauvegardes. Donc si votre disque dur, votre machine, elle crame, eh ben vous pouvez récupérer une sauvegarde de votre site si vous l'avez déposé ailleurs. C'est très précieux. Et donc du coup, on se repose là-dessus parce que c'est un système extrêmement éprouvé et qui permet de pouvoir héberger du PeerTube, mais également jusqu'à, je crois qu'ils ont un catalogue de 600 applications. Donc si vous voulez vous auto-héberger, je vous recommande ce système qui est très plaisant à utiliser au quotidien. Et du coup, pour revenir à la question, c'était l'évolution et du coup savoir si on voit un attrait de PeerTube de la même manière que ce qui s'est passé avec X. Ouais, par exemple, comment ça évolue? Pour le moment, on voit pas cette émergence. En fait, pour te donner un petit peu d'historique, c'est qu'avec Mastodon, à un moment, il y a eu une grande affluence de personnes qui fuyaient Twitter, maintenant X, au moment où ça a été racheté par Elon Musk, au moment où aussi Elon Musk a commencé à faire des saluts nazis et a commencé à opérer au sein du Doge, à administrer le Doge aux USA. Donc ça a été l'occasion pour beaucoup de fuir cette plateforme Twitter, et un certain nombre sont atterris sur Mastodon, qui est le pendant de PeerTube, mais qui est une alternative à X Twitter. Et nous, en fait, je sais pas si j'ai envie de vivre la même chose, parce que ça n'a pas forcément été super bien vécu aussi pour les administrateurs de Mastodon, parce qu'il y avait tout d'un coup une influence, donc en fait une nécessité d'être extrêmement prêt pour accueillir plein de monde. Et ça, alors que Mastodon, ça peut accueillir beaucoup de monde. PeerTube, la particularité, c'est que en fait, avec nos moyens, on héberge finalement bien moins d'une centaine de vidéastes. Et ça nécessite quand même beaucoup de ressources, on parle de vidéos. Donc le jour où YouTube se casse la gueule, et il y a des chances qu'un jour ça arrive, pour le moment, on n'est pas prêt, mais on espère pouvoir le devenir. Et pour ça, on envoie plein de cœurs à l'association Framasoft qui se penche effectivement sur ce genre de sujet avec PeerTube. Donc, en conclusion, le conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, c'est de tous et toutes venir sur PeerTube, mais pas tous et toutes en même temps. Surtout qu'on a des dizaines de milliers d'auditeurs, je pense, donc, et d'auditrices, donc ça ferait beaucoup d'un coup. Donc faites des plannings. Répartissez-vous des créneaux. Voilà. Sur Framasoft, il y a moyen de faire des plannings. C'est vrai. Et sur ce, il va falloir qu'on conclue. Oui, on n'a pas eu le temps de tout dire ce qu'on voulait dire, je suis désolée. Pas de souci. Et du coup, on a une... Encore une fois, c'était une heure de bien remplie. Pardon pour mon bégaiement, mais mes acolytes faisaient des gestes bizarres à côté de moi. Ça m'a déconcentré. Du coup, voilà une heure de bien remplie. C'est la dernière de la saison d'Enfin peut-être. Donc une saison bien remplie. Une saison bien remplie. Pourrait-on dire. On voudrait remercier avant toute chose Campus FM, François et Thomas qui ont été obligés de nous écouter une fois par mois pendant 1 heure, un calvaire, et Juan aussi qui a été notre réalisateur une fois et qui a super bien travaillé. Merci à tous. Merci et pardon pour ces heures difficiles. Merci à toutes nos invités, tous et toutes nos invités qu'on a reçus toute l'année, une petite dizaine quasiment. Merci à nos derniers invités, on était très contents de finir l'année avec vous, qui êtes en plus nos hébergeurs d'une certaine manière sur la plateforme Skepticon. Écoutez-nous sur Skepticon. Et donc c'est la fin de la saison, normalement on revient l'année prochaine.
Avec un autre nom. Sûrement sous un autre nom. On a trouvé un nom tout à l'heure qui est pas piqué des hannetons. J'espère que ce sera celui-là, mais on n'est pas les seuls décideurs et décideuses. Mais si c'est celui-là, il sera vraiment très très cool. Donc n'hésitez pas à suivre nos réseaux pour voir si on revient et quand. On vous fait des bisous. Enfin peut-être. Enfin peut-être. Ah, quel teasing. Ciao. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Vous venez d'écouter Enfin peut-être l'émission, le rendez-vous mensuel de la pensée critique, une émission proposée par le Rasoir Doc avec le soutien considérable de Campus FM. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et les autres formats du podcast Enfin peut-être sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire vos retours, satisfaits ou critiques bien sûr, et on se retrouve bientôt pour de prochaines réjouissances. Enfin peut-être.